Comme disait Stephen Hawking, l'intelligence, c'est de s'adapter au changement. Vous écoutez Think and Fight, le podcast. Je suis David Sabatier, avocat et associé du cabinet 1862 et fondateur du think tank Think and Fight qui réunit des experts reconnus en droit, en fiscalité, en économie, en ressources humaines, en financement et en analyse financière afin d'anticiper les conséquences de la crise du Covid-19 et de produire des recommandations concrètes et directes pour les entreprises. Aujourd'hui, je reçois aux côtés de Marie-Anne Brook, présidente d'Atorus Executive, Guillaume Defedo, qui est président d'Office Dépôt. Ça fonctionne. Bonjour à tous. Ok, super. Ouais. Écoutez, merci beaucoup Guillaume pour votre temps. Comme je vous expliquais, on est avec David Sabatier qui est un avocat qui se présentera derrière. C'est un ami d'enfance. On a fait la fac ensemble. En fait, on a pendant cette période de Covid, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. Et nous, on a lancé un podcast qui s'appelle Think and Fight. Et comme je vous l'expliquais, on a échangé avec pas mal de personnalités du monde de l'entreprise, mais aussi en dehors du monde de l'entreprise, pour qu'ils nous donnent un peu leur vision du jour d'après. Et là, on y est. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça l'idée. C'est un peu échanger avec différentes personnes sur comment eux, ils ont peut-être vécu le confinement. Peut-être que vous allez peut-être nous donner des éléments. Faut je regarde où c'est là, c'est mieux. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas filmé. Donc, vous faites ce que vous voulez. Vous inquiétez pas. En fait, on ne filme pas, c'est que de l'audio. Très bien. Il faut que j'ai l'air intelligent. Ouais. Vous parliez intelligent, mais vous n'avez pas besoin d'avoir l'air. Ça, c'est pas grave. Et quand je parle pas, j'ai l'air plus intelligent que quand je parle. C'est ça le problème. On peut vous faire quelques petites photos si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais... Non. Mais non, c'est... En fait, le truc du podcast, pour vous dire, c'est un peu le truc à la mode, c'est que les gens, ils en peuvent plus des vidéos, quoi. Donc, non, mais c'est vrai, on peut plus la télé, mais qui regarde la télé, plus personne n'a le temps. Donc, du coup, les gens, les podcasts, ça... Je me suis rasé pour vous, pour rien, quoi. Ok. Moi, je ne me suis pas rasé, comme vous aurez remarqué. Attendez, moi, je me suis coiffée. Et toi, tu t'es fait belle. Et tout, là. Je vous jure, je crois que je suis là. Non, mais David, il y avait tous les podcasts quand on était enfermés. Je pense que là, j'ai jamais été aussi. Je suis au top, là. T'es chic. Moi, je suis pas chic du tout. Bon, c'est pas grave. Tu enregistres là ou pas? On est enregistré. Guillaume, juste pour vous. On est enregistré. Vous aurez un droit de regard à la fin. Et s'il y a une question qu'on vous pose que vous n'aimez pas, vous nous dites non. Si vous enregistrez et qu'elle ne vous plaît pas, on la refait. Sentez-vous assez libre. OK? Très bien. On fait comme ça. Go! Voilà. Alors, le principe, c'est que... alors, ça a commencé comment? Moi, j'adore les podcasts parce que je fais beaucoup de bateaux. Je passe 1 mois, 2 mois par an en pleine mer. Et en pleine mer, on lit beaucoup et on écoute des podcasts parce que ça permet de s'évader et de ne plus entendre le bruit de la mer qui est parfois assez fatigant. Et donc, je me suis mis à écouter des podcasts depuis 3-4 ans. D'abord, il y a plus d'imaginaire quand il n'y a que la voix parce que c'est différent effectivement de la vidéo. De ce point de vue-là, on se laisse emporter par la voix. Et puis, c'est un format beaucoup plus libre. Ça ressemble un petit peu, c'est pas de la radio, ça ressemble un petit peu à ce qui se faisait avant sur les blogs. Les gens, quand il y a eu les premiers sites internet, tout le monde faisait son site internet et il y avait des trucs de bonne qualité, de mauvaise qualité, il y a un peu de tout. Et il y a des trucs géniaux en podcast et il y a des trucs moins bien. Mais bon, voilà, moi j'aime beaucoup l'audio et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire d'abord un premier podcast qui s'appelle La Barre et qui décortique le métier d'avocat. Ouais. Et là, j'interviewe, c'est assez personnel. Il y a des podcasts sur, par exemple, un avocat qui était extrêmement timide. Il n'arrivait même pas à commander une pizza à l'âge de 18 ans. Il demande à sa mère. Et puis maintenant, il plaide aux assises. Donc, comment il a dépassé sa timidité en plaidant aux assises, etc., enfin, en devenant avocat. Ça, c'est assez personnel. Et quand il y a eu la crise du Covid, on s'est dit avec Marie que ce serait intéressant de faire un podcast d'abord pour garder le lien avec les gens et puis pour réfléchir, prendre un petit peu de hauteur, sortir un peu du schéma BFM TV et puis essayer d'avoir un peu d'analyse et de hauteur sur les phénomènes qu'on vivait, la crise qu'on vivait. Voilà comment ça a commencé. Le podcast, c'est un format donc libre, c'est pas de la radio, donc ça veut dire que on parle, on discute en fait, on discute ensemble et après effectivement il y a un montage. Et donc, s'il y a des moments qui ne vous conviennent pas, on les enlève. Et puis nous, de toutes les façons, on fait un montage pour que ce soit sympathique. De toutes les façons, c'est bienveillant. On n'est pas, voilà, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de, voilà. L'objectif est uniquement c'est un peu une table ronde, quoi. On discute ensemble, on réfléchit ensemble.
Et on en sort 10 minutes. Donc, de tous les échanges Et qu'on on en sort aura, 20 minutes, ouais. ouais, donc ça sera sera assez condensé. L'idée aussi, ce qu'on a essayé de faire, c'est aussi d'avoir des propositions. Donc, on a échangé avec des gens sur qui ils ont des sujets tous, tout le monde a tous un petit sujet. Vous êtes habitué de gérer des crises, donc je pense que vous allez nous en parler. Ouais. C'est plus ça qui va être intéressant. Et on est assez franc et direct. Donc, si vous voulez être super pessimiste, vous avez le droit. Si vous êtes super optimiste, Non. vous avez le droit. Tout est autorisé. OK? Peut-être pour commencer, peut-être Guillaume, vous pouvez vous présenter, nous expliquer un petit peu votre parcours. Oui, bonjour. Donc, Guillaume de Fédot, très heureux, Marie et David. l'équipe. David. Et pardon? David, on Alors, refait. Voilà, typiquement, on recommence. bien, mais je vous avais prévenu. Non, mais c'est ça qui était pas Guillaume, c'est David et Marie, tout va bien. Bon, Marie et David. Bon, On recommence. bonjour. Allez-y. Guillaume de Fédot, merci Marie de m'avoir invité, merci David d'être là également. Pour me présenter, je suis spécialisé depuis un peu plus de 10 ans sur des enjeux de management de crise, c'est-à-dire que j'interviens comme directeur général ou président sur des entreprises qui ont un enjeu. L'enjeu étant que le modèle économique de l'entreprise dans lequel je suis nommé ne se retrouve plus. Et à partir de là, une fois que le modèle économique ne se retrouve plus, très rapidement, le modèle social est mis à mal et l'entreprise finalement est en danger. C'est-à-dire qu'à la fois économiquement, à la fois socialement, à la fois dans sa pérennité, l'entreprise est globalement en jeu. Voilà. Et donc, mon rôle, c'est de réaligner les planètes, c'est-à-dire de faire en sorte que, d'une part, l'actionnaire, le management et les salariés se retrouvent sur un axe stratégique et de mettre en œuvre un plan qui permet de restaurer l'enjeu de l'entreprise, qui est, comme on le sait, d'abord une aventure humaine, mais également qui a une équation économique à trouver, voire également, ce qui est un peu plus récent, une équation un peu sociétale ou sociale à trouver au sens plus large. Et je fais ça depuis un peu plus de 10 ans, sachant que dans mon parcours, très rapidement, j'ai mes racines dans la finance. C'est là où j'ai commencé après mes études. Je me suis d'abord engagé comme officier dans la Marine nationale, puis ensuite j'ai travaillé quelques années chez Arthur Andersen. Ensuite, j'ai fait beaucoup de M&A, d'opérations de haut de bilan en France et à l'étranger au sein d'un groupe. Et puis ensuite, j'ai dirigé des entités, mais plus dans un mode de service et de développement. Voilà. Et puis, les choses étant ce qu'elles sont, le travail de management de crise, appelons-le comme cela, c'est un travail qui requiert des expertises, plusieurs, et qui est un travail qui requiert un peu de seniorité. Et voilà. Et donc, c'est un travail qui me convient parfaitement bien. Qu'est-ce qu'on acquiert avec la seniorité? On acquiert Qu'est-ce que trois vous avez choses. acquis avec la seniorité que vous n'aviez pas quand vous étiez peut-être en début de carrière? On acquiert trois choses. Je pense que la première chose, c'est qu'on se connaît mieux. Je ne veux pas enfoncer trop de portes ouvertes, mais les moments, tout spécialement de crise, sont des moments où l'entreprise a perdu ses repères, les salariés ont perdu leurs repères, les clients, les fournisseurs, voire même parfois l'actionnaire, le modèle est déréglé. Et donc, la première chose, c'est de se connaître soi, d'avoir une certaine forme de sérénité, voire de force intérieure, qui permet, vous avez évoqué le bateau tout à l'heure, de se dire, bon là, je suis en pleine tempête, je connais mon bateau, je me connais, je sais ce que je sais faire et quelles sont mes limites, et je sais fixer un cap pour m'en sortir. Jeune, désolé, vous n'avez pas cette sérénité. Si la jeunesse avait toutes les qualités qu'on acquiert au fil de l'âge, à quoi ça servirait de vieillir? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on acquiert, on va appeler ça de l'expérience, c'est-à-dire qu'on a connu plusieurs types de situations. On a accumulé de l'expérience financière, commerciale, de management, de ce type de management, un management matriciel, un management plutôt vertical. On a vécu des groupes, on a vécu un certain nombre de situations et d'enjeux, et donc on en retire une sorte de substantifique moelle qui fait que face à une situation inconnue, nouvelle, complexe, dangereuse, on peut tirer dans son vécu finalement, non pas des recettes, mais des choses où on se dit, ça peut marcher, ça ne peut pas marcher. Voilà. Donc, ce qu'on appelle l'expérience. Et puis la troisième chose, ce sont des situations compliquées où
les salariés le plus souvent sont inquiets, parfois lucides. L'actionnaire un peu stressé, lui-même inquiet, mais pas toujours pour les mêmes raisons. L'entreprise s'est un peu perdue. Et oui, avec, je le dirais, peut-être l'expérience, l'âge, la seniorité, on acquiert une certaine forme de leadership, d'autorité, de capacité de conviction et de faire adhérer les équipes désolé, on n'a pas 20 ans. Donc, voilà, donc ces 3 critères me semblent essentiels. Alors moi, j'ai envie de rebondir parce que Vas-y. l'autre jour, je ne sais pas si tu te rappelles, David, on a fait un podcast avec Viviane de Beaufort. Peut-être que vous connaissez Viviane, prof à l'ESSEC, grande Je crois pas. Vous lobbyiste. devriez la connaître parce qu'elle est C'est vraiment un géniale. personnage génial. Et Très elle a, vous touché. savez, Peut-être que la réciproque serait vraie. ah, mais à mon avis, vous entendrez bien, mais alors, elle nous a tenu le discours inverse. Bon, c'est elle qui avait créé avec Clara Guémard, notamment le Women's Forum, etc. Bon, peu importe, passons ça. Ce qui est intéressant, c'est que Elle notamment dit dans l'inverse de ce que je dis. C'est ouais, donc quelqu'un de très intelligent, il n'y a pas de problème. non, 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 mais écoutez, Elle a non, raison. non, 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 écoutez ce qu'elle raconte. Elle nous disait, voilà, elle suit pas mal de startups femmes et aussi d'autres sociétés, notamment sur les sujets de lobby. Et elle, ce qu'elle nous a tenu comme discours, elle nous dit, ben, moi, je fais un constat sur la crise. Les sociétés qui ont le mieux vécu et surfé sur la vague de la crise, ce sont celles qui sont managées, gérées par des jeunes, parce qu'ils ont justement une certaine flexibilité, habilité. Et à l'inverse, les plus seniors, les entreprises qui étaient très établies avec des gens très seniors au COMEX, il y a eu comme un espèce de… Les mecs se sont figés et n'ont pas réussi à réagir vite. Et ce changement, ça les a brusqués dans leurs habitudes. Vous nous dites l'inverse. Vous dites que justement, la seniorité vous a apporté cette flexibilité. Peut-être aussi c'est par rapport à votre parcours. Comment vous expliquez cette différence de discours? Je ne veux pas m'opposer à quelqu'un que je ne connais pas, qui est forcément très brillante, puisque… Elle l'est. Elle l'est. On est fan. On est fan de Viviane de Beaufort. Bon, écoutez, je suis fan de cette dame que je ne connais pas, donc elle a raison. Non, je crois qu'il ne faut pas opposer les concepts, mais très volontiers pour débattre avec elle. Et après tout, pourquoi pas. 2 choses. Un, à la limite, y a pas, moi je crois qu'il n'y a pas de recette. Si vous voulez, y a pas de, on ne peut pas dire c'est mieux d'être jeune, c'est mieux d'être moyen, c'est mieux d'être vieux. Je ne crois pas à ça. Donc on peut pas dire, je ne crois pas qu'on puisse tirer des enseignements définitifs ou des vérités automatiques sur les jeunes réussissent mieux que les vieux ou l'inverse. Voilà. En revanche, clairement, indépendamment de l'âge, je crois que le management en place depuis longtemps, se retrouve dans une configuration de crise, souvent n'y arrive pas. Et ça, je crois, indépendamment de l'âge. Pourquoi? Parce que c'est compliqué quand on a, pendant quelques années, probablement eu du succès, que ça a bien marché, tout d'un coup, il y a une crise. La plupart du temps, on ne sait pas piloter la crise parce qu'il faut, la situation est nouvelle. Et parfois aussi, désolé de le dire, il y a des managers qui continuent dans une espèce d'aveuglement, d'habitude, d'intérêt, un mélange certainement complexe à chaque fois, et se disent non, mais ça va passer, c'est qu'un mauvais moment, et clairement, manque de lucidité. Il y a dans toute crise ou dans tout moment difficile des signaux forts. Le Covid est un signe très brutal, mais vous avez également des tas de signaux faibles. Et pour entendre et écouter les signaux faibles, il faut avoir une certaine forme de flexibilité, une certaine forme d'intelligence relationnelle, situationnelle, de savoir se remettre en cause. C'est vrai que quand on arrive dans une situation, quand on arrive dans une situation nouvelle, oui, on est amené à apporter un regard neuf. Donc là, il y a un phénomène d'accélération et d'immédiateté de la capacité qu'on a à remettre en cause un certain nombre de choses qui font que, oui, l'entreprise, si elle arrive à cette situation de crise où le modèle économique est perdu, où les salariés sont inquiets et où globalement l'entreprise dans sa globalité, dans une part importante de son activité, est en danger, il faut avoir la capacité de réaction. Qu'on soit jeune ou vieux, à la limite, c'est secondaire. Voilà. D'accord. C'est plus un mindset en fait. Moi, j'ai une question à vous poser qu'on pose à beaucoup de monde dans nos podcasts. C'est là, on est dans une situation où on navigue à vue, puisqu'on n'a pas tous les éléments de la durée. Bon, là, maintenant, on a un peu plus de notions sur cette maladie, mais globalement, ça fait quand même quelques semaines. On n'a pas tous les éléments pour prendre, pour avoir des décisions éclairées. Comment on fait pour prendre une décision quand on n'a pas tous les éléments? Alors, justement, le principe de la crise, quelle qu'elle soit,
Il y a plusieurs types de crises. Il peut y avoir des crises endogènes. L'entreprise va mal. Il peut y avoir des crises exogènes. Le Covid est un élément exogène, globalisant. Et vous avez des entreprises qui cumulent les deux. Voilà, qui étaient déjà dans un moment difficile et qui en plus ont le Covid. Donc vous avez à la fois une crise endogène et une crise exogène. Je crois que justement la caractéristique du pilotage en situation difficile, c'est qu'on n'a jamais tous les éléments. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'on n'est pas en situation normative ou, j'allais dire, en situation normative assez française, c'est-à-dire cartésienne. Avant de prendre une décision, j'analyse pour être certain d'avoir bien pris la bonne décision. Et donc, j'analyse tout dans tous les sens. Et là. Ça, c'est un mode de fonctionnement ou de décisionnel qui ne fonctionne pas en temps de crise, où justement, on va appeler ça, le terme n'est pas très joli, mais asymétrie informationnelle, c'est-à-dire que je n'ai pas toutes les informations. Mais à l'inverse, la seule chose que je sais, c'est que le temps va très vite et que le temps n'est pas mon ami. Ne pas décider accentue et accélère la crise ou les conséquences de la crise, d'une part, et d'autre part, je n'aurai jamais tous les éléments. Donc, il faut être capable, à la fois en puisant dans son expérience, d'une part, d'autre part, dans ce que l'on est, et l'hyper-communication qu'on doit avoir avec les autres personnes autour de soi, le COMEX, le CODIR, l'ensemble des conseils, être capable de prendre des décisions sur des bases imparfaites, qui ne sont pas systématiquement des décisions définitives, mais qui sont des décisions d'adaptation. Et donc, on est amené à prendre beaucoup de décisions très régulièrement. Une fois qu'on a fixé un cap pour sortir de la crise, on passe son temps à prendre des décisions ponctuelles, importantes, mais on prend des risques. Voilà, parce qu'on ne peut pas rester dans la situation dans laquelle on est, on va disparaître. Donc, il faut se bouger. Donc, on parle souvent durant nos derniers podcasts, on a souvent parlé de soft skills. Là, vous utilisez une expression qu'avait également utilisée Franck Rimbaud, qui est directeur juridique social d'Air France, qui parlait de sentir les signaux faibles. Il y a des gens qui parlent de bon sens aussi. C'est des concepts qui sont pour moi, effectivement, qui font référence à quelque chose. On comprend tous un petit peu intuitivement ce que ça veut dire, mais je trouverais ça intéressant qu'on creuse un peu ces sujets-là. Qu'est-ce que c'est les soft skills? Comment ça s'acquiert? Qu'est-ce que ça veut dire sentir les signaux faibles? Quelles sont les personnes qui savent sentir les signaux faibles et pourquoi? Qu'est-ce que c'est que le bon sens? Alors moi, je ne suis pas philosophe, je suis juste patron de boîte, hein, donc je ne suis pas non plus sociologue. Mais pour revenir sur le sujet, je pense que pour moi, une entreprise et donc un COMEX, c'est une aventure humaine. Il y a une phrase merveilleuse de Jacques de Fouchier qui disait le plus important, qui était le fondateur de la compagnie bancaire, qui disait le plus important dans une entreprise, c'est l'équipe, et ce qui prime sur l'équipe, c'est l'esprit d'équipe. Il veut dire que le plus important, c'est de fonctionner avec des gens avec lesquels on s'entend, ou en tout cas, ça fonctionne bien. Si on s'entend, c'est mieux. Voilà. Et vous avez dans toute décision des éléments un petit peu hard, objectif, rationnel, très bien. Et puis les soft skills, c'est la capacité qu'on a à ressentir, c'est faire fonctionner l'intuition, le cœur également, en se disant, mais l'aventure humaine n'est pas que basée sur du rationnel ou sur des décisions très cartésiennes. Les orientaux nous apprennent que le temps fait également partie de l'équation. Et donc, on n'est pas dans un modèle où on cherche la meilleure décision systématiquement. On essaie de comprendre les comportements. Est-ce que les gens sont en mode panique ou sont sereins? Est-ce que les gens comprennent ou ne comprennent pas? Est-ce que les gens adhèrent ou n'adhèrent pas? Est-ce que les gens ont besoin d'un management un peu directif ou au contraire un management très light? Et ça, chaque personne finalement réagit à des stimuli ou des modes interactifs assez différents. Et les soft skills, c'est d'être capable de s'adapter à son interlocuteur pour en tirer le meilleur. Voilà. Et donc oui, il y a une part d'intuition, d'où, désolé, moi je maintiens que l'expérience est un élément, bon, il y a, entre l'inné et l'acquis, on ne va pas faire un débat infernal, mais oui, je pense que le cumul d'expérience est important. Et j'ajouterais, je m'avais dit une coach qui est anglo-saxonne, elle m'avait dit, mais devant toute décision à prendre, vous avez un élément cartésien, c'est rationnel, c'est très bien. Vous avez un élément un peu paranoïaque, il faut regarder un peu le côté où on est en danger. Selon la célèbre phrase du patron du Hewlett-Packard, seuls les paranoïaques survivent. Et puis la troisième chose, c'est les éléments un peu affectifs. Et voilà, j'aime pas, voilà, comment je ressens. Et le cumul des trois fait que
on doit être capable de prendre la meilleure décision qui n'est pas forcément systématiquement la plus cartésienne et la plus rationnelle, mais qui fait appel à d'autres paradigmes ou à d'autres dimensions, puisqu'une fois encore, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Le moment de crise exacerbe les comportements, quels qu'ils soient. C'est un peu la différence que j'évoque souvent entre Flight Simulator, où vous êtes aux commandes d'un avion de façon un petit peu théorique. Bon. Et puis ensuite, vous avez le monde réel, vous êtes commande d'un avion en temps réel, et il y a la tempête autour de vous. Et donc, vous ne pouvez pas faire d'erreur. C'est la différence entre le théorique et le réel. Comment on fait quand on prend une mauvaise décision? Comment on assume une mauvaise décision? Comment vous assumez? Est-ce que ça vous est arrivé, j'imagine, de prendre des mauvaises décisions? Et comment vous gérez l'échec? Mais je ne prends que des bonnes décisions. Ouais. Je n'en doute pas. Mais comme tout le monde, comme vous le disiez, on est effectivement humain. J'assume pas. J'assume pas. Vous n'assumez pas? Allez, Flight Simulator. Marie, tu as une autre question? Je vais poser la même question. Non, mais c'est vrai. Marie, je vais vous répondre. Si toi tu la poses, peut-être qu'il va répondre. Je réponds, je la pose. Non, mais c'est vrai. Il y a un truc, on en parle très peu, et pourtant c'est quelque chose qui est important et fondamental dans l'entreprise. C'est ce qu'on en parle un petit peu doucement, timidement, le droit à l'erreur. Même si vous êtes un dirigeant d'entreprise, il vous arrive de prendre des mauvaises décisions. Comment on fait? Comment on communique? Est-ce que vous avez peut-être des astuces là-dessus? Comment vous avez fait de votre côté? Alors, moi, ce que je dis toujours, mes équipes, et donc évidemment à moi-même, évidemment, on fait des conneries, on prend des mauvaises décisions, on se trompe. Et justement, c'est un peu ce que j'évoquais en préambule. Le côté un petit peu… je vais faire une digression. Pourquoi? Une des raisons qui amène notamment l'équipe des All Blacks à dominer le monde du rugby, c'est parce qu'ils s'entraînent et une fois que vous êtes dans l'équipe, vous êtes dans l'équipe. Et donc, les mecs, à l'entraînement et dans les matchs, s'ils font des erreurs, ils ratent une passe, ils se prennent un essai, c'est pas grave. Ils ne sont pas remis en cause. Ce qui est un peu l'inverse, pour simplifier, alors ça dépend des entraîneurs, mais de l'équipe de France, où le mec fait un mauvais match, le match d'après, il est sur le banc. Donc la sanction tombe, vous faites une erreur, tu es sur le banc. Donc les mecs, à la fin, ils font quoi? Ils n'osent plus rien. Et quand on n'ose plus rien, on ne fait plus rien. Et on a fonctionnalisé le monde, le mode managérial, et il ne se passe plus rien. Et là, il n'y a rien de tel. Donc les All Blacks dominent parce qu'ils acceptent la prise de risque et donc ils acceptent une certaine dose d'erreur. Je pense que c'est la même chose en management. Il faut que les gens qui prennent des décisions pour avancer, et évidemment, ils ont le droit de se tromper. Le droit de se tromper amène immanquablement l'obligation d'assumer les décisions qu'on prend, de déclarer la bonne ou la mauvaise décision. Je prends un exemple tout à l'heure, on était en réunion commerciale, un commercial qui a dit, voilà ce que j'ai fait, mais en fait j'ai annoncé un truc, c'est faux, je suis désolé, c'est une erreur, je recommence, je reviens la semaine prochaine. Très bien, à la condition que ce ne soit pas un mode de fonction permanent ou que la personne fasse erreur sur erreur. Et là, ça pose un autre type de problème. Mais sur le fond, je crois que c'est le seul moyen de dire, ouais, mais tout le monde a le droit à l'erreur. C'est moins grave. C'est pas grave de se tromper de temps en temps et de l'assumer et de dire on corrige ça ensemble, que ce soit évidemment pour moi ou pour l'équipe du COMEX ou pour n'importe quel collaborateur, plutôt que de dissimuler. L'autre exemple qu'on peut prendre, c'est qu'on a besoin des uns des autres. Dans une équipe, dans une entreprise qui va mal, quelle qu'elle soit, le droit à l'erreur doit faire partie intrinsèque de la capacité qu'on a d'être en interaction les uns avec les autres. Si vous récusez tout ça, vous avez des comportements solitaires. Et pour prendre deux exemples caricaturaux, c'est Kerviel ou Nick Leeson. Le mec fait une erreur, plutôt que de la déclarer, s'enfonce dans son erreur et ne le déclare pas. Et à la fin, le poteau rose est démasqué. Mais il coûte beaucoup plus cher à l'entreprise et à la personne qui s'est enfermée dans son erreur. Alors que dire, je me suis trompé, aidez-moi, j'ai besoin des autres. D'abord, c'est assez courageux, c'est mature. Donc, c'est quelque chose qu'on accueille avec bienveillance, naturellement. Oui, c'est sûr. Là-dessus, je fais une petite parenthèse. C'est vrai que moi, j'ai pas mal travaillé avec la patrouille de France et la notion d'équipe chez eux est super importante parce que, comme ils le disent souvent, en fait, leur vie dépend du voisin. S'il y en a un qui se foire, tout le monde meurt, en fait. Et donc, leur principe de base, c'est d'avoir une confiance vraiment aveugle dans les autres membres de cette équipe et dans cette notion de droit à l'erreur. Pour eux, c'est fondamental. C'est-à-dire que justement, ils disent qu'il ne faut pas cacher des informations, quelles qu'elles soient, on les traitera, mais ensemble, en fait. Et leur devise, c'est faire face ensemble. Et l'idée, elle est là. On a vraiment une notion d'équipe.
On va peut-être revenir un petit peu, Guillaume, sur votre actualité aujourd'hui, sur Office Dépôt. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, nous dire comment vous avez traversé ces dernières semaines dans cet environnement, comment vous avez fonctionné? Alors, Office Dépôt, c'est une entreprise qui fait 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je parle en année normative, Ouais. 1750 salariés. Une entreprise spécialisée dans la fourniture de bureaux. C'est-à-dire que nous, on achète, on stocke et on livre en apportant un service. Le service, c'est justement la capacité qu'on a d'acheter, de choisir, de garantir un prix, de livrer au dernier kilomètre, etc., dans des conditions satisfaisantes. Et on est organisé en multicanal, c'est-à-dire qu'on a des magasins, on a du web, on a du catalogue, et puis on a une activité directement vis-à-vis des entreprises en B2B. Clairement, alors, la situation d'Office Dépôt était complexe à mon arrivée, c'est public, puisque l'entreprise connaît des pertes depuis un certain nombre d'années, d'où mon arrivée pour redresser le plan, pour redresser la situation, et le plan de transformation que j'ai écrit, validé par l'actionnaire et que je mets en œuvre avec l'équipe du COMEX et l'ensemble des salariés, forcément a été chahuté par l'impact du Covid qui est totalement systémique et qui a amené, oui, un arrêt violent de l'activité, notamment sur la partie B2B. Sur la partie web, ça n'a pas trop d'impact, comme on peut s'en douter. Et puis la partie magasin, on a été amené à fermer des magasins pour protéger les salariés et les clients pendant quelques temps. Et on les a réouverts progressivement et de ce point de vue-là, ça se passe très bien. Donc l'entreprise, moi je crois que la crise amène une exacerbation de la situation de toute entreprise. Elle accentue les faiblesses des entreprises, les nôtres, celles de probablement nos concurrents, et en même temps ouvre un certain nombre d'opportunités. Les opportunités, la première, c'est l'acceptabilité sociale au sens large de la nécessité de se transformer. Le temps s'est accéléré. Une entreprise qui ne va pas bien doit se transformer. C'est toujours une situation très complexe culturellement et managérialement. La crise du Covid amène une accélération du temps. La lecture des journaux, la situation économique du pays, la difficulté de beaucoup d'entreprises amène une lucidité de la part de l'ensemble des salariés qui est assez nouvelle finalement, alors que certains auraient peut-être par confort ou peu importe, un peu dans le déni. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça peut accentuer un certain nombre de faiblesses et en même temps, le gouvernement, assez brillamment, n'hésitons pas à le dire, a proposé un certain nombre de mesures techniques de chômage partiel, d'allègement ou de report de charges, etc., qui permet aux entreprises de piloter l'entreprise non pas sur un compte d'exploitation, mais sur le cash. Et puis la troisième chose, effectivement, c'est qu'en termes de transformation, avec des mesures dont on n'a pas, nous, encore bénéficié parce qu'on n'a pas été les chercher, il y a des mesures d'aide financière, le PGE, d'autres. Voilà. Mais moi, je le vois comme une accélération du momentum de la transformation, avec certes le point bas qui est j'ai moins de chiffre d'affaires parce que tout simplement mes contreparties achètent moins, et à l'inverse, une potentielle accélération collective de la réussite du plan de transformation. Donc, on est actuellement en pleine crise de Covid au sens non pas sanitaire, qui est, moi j'écoute le gouvernement, je ne suis pas médecin, donc a priori un peu derrière nous, mais je crois qu'on est au milieu de la crise dite du Covid, qui est finalement la crise de l'année 2020, qui a commencé par un enjeu sanitaire, voire un enjeu politique, et qui est maintenant très clairement économique, puisque beaucoup d'entreprises souffrent, et donc c'est systémique. Et je crois que le gouvernement, les entreprises, tous les patrons, les conseils naviguent un peu à vue. Pour moi, l'année 2020 est globalement une année de crise. C'est la vie, on pilote ça comme ça, et j'ai bon espoir dans le fait qu'on va plutôt s'en sortir par le haut. Depuis le début de notre échange, vous parlez beaucoup de notions de temps, de l'importance de la gestion du temps, du tempo. Est-ce que pour vous, la clé de réussite de la sortie de cette crise passera également par cette notion de temps corrélée à la gestion de la trésorerie? Comment vous envisagez ça, vous? Je pense, une fois encore, enfin moi c'est peut-être un mantra personnel, mais en tout état de cause, pour moi le temps fait partie de l'équation. Et quand vous regardez la performance, le management, la performance économique, le temps est aboli. On regarde souvent, d'ailleurs en France, on regarde le bilan. Comment va votre entreprise? Les gens disent j'ai un bon bilan, ce qui est finalement une photo. Donc le temps est aboli. Les anglo-saxons ont tendance à regarder le cash flow ou le compte d'exploitation. Ils ne vous disent jamais j'ai un beau bilan. Les anglo-saxons disent
j'ai un bon compte de résultat. Donc, on voit bien qu'il y a deux cultures. Et mon parcours, probablement, ou ma culture, ou mes goûts, m'amènent à être un peu entre les deux. Et je crois que le temps, puis j'ai un peu voyagé à droite et à gauche, et notamment en Orient, pour moi, le temps fait partie de l'équation. Et je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas assez pris en compte dans l'esprit cartésien, qui recherche l'excellence à la fois intellectuelle, académique, mathématique, où on résout un problème. Mais désolé, le temps fait partie de l'équation. Le management, le moment de la crise, sortir d'une crise, sortir d'une tempête, pour reprendre un parallèle maritime, comme on l'avait dit en préambule, la gestion, le pilotage du temps, en fait. Donc, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que d'abord, c'est un peu naturel, et d'autre part, parce que je pense que c'est essentiel. Donc, il faut aller vite. Et quand vous êtes en situation de crise, ça veut dire que probablement votre modèle économique est atteint, le temps n'est pas votre ami. Donc, il faut en tenir compte dans l'équation. Il ne s'agit pas uniquement de régler un problème économique, il ne s'agit pas seulement de régler un problème social, il faut aussi le régler dans un temps imparti, parce que de toute façon, la courbe de cash, la situation sociale fait que si vous n'allez pas très vite, le problème s'exacerbe et vous ne pouvez pas le régler. Donc, ouais, ça fait partie de l'équation. Ça fait penser un petit peu à, effectivement, sur notre métaphore filante de la voile. C'était un peu la vôtre, en vérité. Oui, mais moi je suis très voileux, alors j'en parle souvent, mais c'est vrai que alors pour faire écho à ce que vous disiez, ça me fait penser à deux choses, deux proverbes de breton. Un premier proverbe comme disait un très très bon ami qui s'appelle Patrick Paris, avec lequel j'ai fait une transatlantique, et qui me disait d'abord, il faut prendre soin les uns des autres. C'est quand vous disiez le droit à l'erreur, c'est-à-dire que sur un bateau, il est important d'abord de prendre soin de soi et après de prendre soin des autres, un peu comme quand on est dans un avion. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous savez, quand il y a les consignes de sécurité dans un avion, et ils disent au moment du crash, vous avez un petit enfant à côté de vous qui est la prunelle de vos yeux, et le masque à gaz tombe. Et qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez d'abord mettre le masque à gaz sur vous avant de le mettre à l'enfant. Donc, être capable de prendre soin de soi et de prendre soin des autres. Et ça, on sait le faire sur un bateau. Le problème, c'est qu'en entreprise, il y a un sujet de compétition qui fait que ça vicie un peu le rapport. Et donc, ce qu'on arrive à faire, par exemple, sur la patrouille de France, ou quand vous dites il faut que ce soit une équipe, il faut être capable d'allier, et c'est ça que je trouve compliqué, c'est d'allier à la fois la solidarité qui est indispensable à une action collective avec la compétition des collaborateurs les uns entre les autres pour arriver en haut de la pyramide. Alors, si je réponds à ça, ouais. Moi, je reprends un parallèle maritime à nouveau. Et si l'entreprise est en crise et qu'elle est en danger, elle est un peu comme le Titanic qui coule. Il y a une voie d'eau. Et après, moi, ce que je dis aux équipes, que vous soyez finalement sur le pont, dans la cabine 123, première classe, dans la cabine 227, deuxième pont, ou la cabine 344 au troisième pont, tout le monde écope, tout le monde est sur le pont et tout le monde est solidaire. Donc, il n'y a pas d'enjeu de hiérarchie, il n'y a pas d'enjeu de prérogative, il n'y a pas de pouvoir. Juste prendre le pouvoir sur le Titanic, ça n'a pas de sens en vérité. Ce qui compte, c'est que le bateau vogue. Je ne dis pas que dans une entreprise, dans une belle croisière, dans un bateau qui fonctionne bien ou une entreprise qui fonctionne bien, il n'y a pas d'enjeu de pouvoir. Évidemment qu'il y en a, et il y en a toujours, et c'est la nature humaine. Il y a une concurrence, il y a une compétition, et c'est sain. À l'inverse, dans une entreprise qui est en crise ou qui vit un moment de crise, mais on laisse tomber les oripeaux. Prendre le pouvoir si le bateau coule, ça n'a pas de sens. Donc, comme on a besoin des uns des autres et qu'on est en équipe, on baisse la garde pendant quelques temps, tout le monde est solidaire et tout le monde joue le jeu. Parce que si la maison brûle, pour prendre un autre parallèle, ce n'est pas très important que vous ayez eu raison ou tort. La maison brûle, il faut juste éteindre l'incendie et on verra après. Donc, il y a un momentum où effectivement, la typologie managériale, le style managérial, les caractères, les comportements sont devant un moment qui est très particulier et c'est ça qu'on doit mettre en œuvre. C'est intéressant parce que ça peut faire une jolie conclusion, c'est que en fait, ce que a peut-être révélé la crise, pour reformuler ce que vous disiez à l'instant, je suis médiateur, j'aime bien reformuler, pour reformuler un peu ce que c'est le travail de reformulation. Marie a baissé les yeux et j'ai senti que ce n'était pas la première fois que vous reformuliez. Mais non, je passe mon temps à reformuler. Oui. J'aime bien ça parce que je trouve que le message passe plus quand on reformule. Elle n'en peut plus.
Elle m'a Elle n'en chargé de peut vous plus. lire, elle m'a envoyé un SMS avec Guillaume. Dites-lui que je n'en peux plus. Voilà, je l'ai Il dit. ne reformule plus. Merci. Eh, Guillaume, je vous paye combien à la fin? C'est vrai, tu veux plus que je reformule? Merci, reformule. Vas-y, prends une question, je vais me vexer. Non. Mais non, vas-y, Vous reformule. réglerez vos comptes après. Moi, Non, vas-y, Du coup, j'ai reformule. perdu le fil de ma pensée. Tu m'as Vous déstabilisé. reformuliez, c'était très bien fait. D'ailleurs, vous dites mieux ce que nous, on dit mal. Mais j'ai pas de fond, mais j'ai de la forme. Écoutez, il y a plusieurs sortes de savoir, comme dirait Talleyrand, le savoir-vivre, le savoir-faire et le savoir proprement dit. C'est Les ça, deux premiers dispensant en général du dernier. c'est ça. C'est bien du Talleyrand. Vous êtes un Talleyrand ou un Fouché alors? Vous êtes un Fouché ou un Talleyrand? Je ne dévoile pas mon jeu en période de crise. Donc vous êtes un Fouché. Bon, ben voilà, on a une conclusion. Je suis un peu inquiet de la conclusion. En plus, Marie rigolait, ça va sauter ça. Non, ok, on recommence, on repart. Reformule, c'était quoi on en est. Reformulons, repartons sérieusement, dis-nous. Non, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est de dire qu'en temps de crise, ce que vous disiez effectivement, c'est que ça remet un peu en cause les hiérarchies et que donc il y a un management différent qui peut se mettre en place parce que quand il faut gérer la crise, il n'y a plus de hiérarchie. Et donc, ça oblige à rentrer dans un rapport de solidarité entre les collaborateurs parce que justement, il faut gérer la crise. Ça, je trouve ça très intéressant. Alors, il n'y a plus de hiérarchie. Évidemment, en même temps, il y a une entreprise qui a un objet, qui a un sens, qui a un objet social, qui a un objet économique et qui a une stratégie. Donc, dans la crise qui peut être assimilée, comme on l'a vu, à une tempête, il faut qu'on fixe le cap. À la limite, il n'y a pas de hiérarchie, chacun se bouge, mais dans un désordre organisé. Ou en tout cas, il faut que l'ensemble des actions des uns et des autres ait un sens. Voilà. Et là-dessus, tout autant, il faut donner, me semble-t-il, enfin, je donne beaucoup d'autonomie et de marge de manœuvre aux équipes, évidemment au top management, mais plus largement, tout autant, il y a un esprit qu'il faut garder, qui est tout le monde fonctionne de concert, sans prérogative, sans être sur son quant à soi. Et il y a également l'esprit avec lequel ça fonctionne, parce qu'il faut être également, enfin, il faut d'une part donner du sens, il faut être également capable de sanctionner ou de tirer les conclusions de comportements déviants, où les gens se disent non, j'ai pas envie, mais si vous n'avez pas envie, à la limite, ce n'est pas très grave pour l'entreprise, c'est surtout embêtant pour vous. Nous sommes une entreprise. Et une entreprise, ça veut dire qu'il y a un sens, il y a quand même un patron, il y a quand même des gens qui sont capables de dire on va là-bas, voilà comment, voilà pourquoi, et après on y va tous ensemble. Et tout autant, il faut être à la fois souple, parfois et souvent dans la façon avec laquelle on le fait, et en même temps, il faut tenir la barre d'une main ferme. Il y a tout un équilibre à avoir entre le cap, la décision, la stratégie, le besoin de s'en sortir, un sentiment d'urgence. Et là-dessus, il n'y a pas de discussion possible à avoir, une fois qu'on est d'accord. Et tout autant, effectivement, dans l'application, il faut une certaine souplesse, un droit à l'erreur. C'est cet alliage des deux, finalement, qu'il faut mettre en œuvre pour que l'entreprise s'en sorte par le haut. Est-ce que si justement pour les jeunes générations et les gens qui peuvent nous écouter, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être 3 conseils pour des dirigeants qui aujourd'hui sont face à une crise par rapport à toute votre expérience, peut-être trois éléments fondamentaux que vous dites, voilà, gardez ça en tête? Je pense que le plus important, c'est le comportement. Et c'est peut-être ce qui va me relier à Madame Viviane de Beaufort. C'est-à-dire qu'indépendamment de l'âge, qu'on soit jeune ou vieux, pour ne pas dire moins jeune, mais le plus important, c'est le comportement et faire en sorte, une fois encore, que dans l'entreprise, chacun ait sa place et fonctionne de façon harmonieuse l'un avec l'autre. C'est la première chose. La deuxième chose, moi, je crois beaucoup à l'éthique. Parce que finalement, au-delà des règles, au-delà des enjeux, il y a des règles écrites et puis il y a des règles non écrites. Dans une entreprise, tout n'est pas borné, tout n'est pas organisé et surtout dans un temps de crise, c'est pas simple de s'y retrouver parce que le temps de crise amène l'entreprise dans sa globalité à se remettre en question. Et donc, on n'a pas pu forcément tout prévoir
et on ne peut pas tout mettre en équation. Donc, l'éthique personnelle me semble être indispensable, et c'est, à titre personnel, et en général quelque chose avec lequel je ne transige pas. Et la troisième chose, il faut bosser. C'est-à-dire qu'il faut souquer. Et le génie, c'est 98% de sueur et 2% d'inspiration. Voilà, sortir de la crise, c'est 98% de sueur et 2% d'inspiration. Pas mal. C'est pas mal. Ça fait une belle conclusion. Ouais, c'est une belle conclusion. Je suis très touché. C'est mieux couché. J'ai lu ça. Non, mais parce que j'ai été sur Google, Viviane de Beaufort, c'est ce qu'elle dit, donc moi je copie. Ah, non, c'est ça, vous avez lu Viviane. Non, mais qui Viviane, reformule, moi je copie, chacun son truc. Hein. C'est ça. Oh, non, mais Viviane, elle est incroyable. On vous la présentera. C'est une personne qui est assez dingue. Faut qu'on la présente. ouais, c'est une sacrée personnalité. Ouais, Haute en couleur, mais assez visionnaire aussi. Et vous entendrez bien, je pense. Les deux, là, Guillaume, Viviane, moi, je viens au dîner, là, je vous le dis. Bon, je suis très touché. Merci de votre temps. Je ne sais pas ce que vous allez retirer de cet échange. Je pense si que ça va être à sauver 2-3 minutes, ce serait miraculeux, mais c'est essentiel. Non, on va le sauver. Je crois qu'on sent assez bien le consultant et le dirigeant, et donc votre discours était très structuré. Ouais, c'est très structuré. Vous êtes un bon communicant. Vous faites notamment ce qu'on fait en politique, c'est-à-dire ce que font souvent les élus ou les hommes politiques quand ils parlent à un peu de collectif, c'est-à-dire que vous faites des points. J'ai 3 choses à vous dire. Ouais. C'est parfait. Non, mais c'est parfait. Pour nous, c'est bien. Mais ça marche très très bien. Le fait de donner des points, c'est des trucs. À force d'habitude, quand on est avocat, on fait ça. J'ai une pensée un peu ternaire où je suis assez structuré. Ouais. Je suis très structuré. Oui, mais ça se voit. Très méthodique. Mais juste entre nous, parce que quand même, j'ai une question. Alors, je ne sais pas si on pourra la mettre et vous nous dites oui, non. Mais quand même, on est sur un moment où on passe tous en télétravail. Comment vous allez gérer votre activité d'office dépôt avec des gens qui passent tous en télétravail? Comment Nous, on est en train d'y réfléchir. Alors, moi, pendant la crise, à titre personnel, comme le capitaine ne quitte pas son bateau, j'ai été au boulot tous les jours pour des raisons d'efficacité et probablement symboliques. Mais le télétravail, est-ce qu'on est en train d'y réfléchir? On est en train de se faire aider par un cabinet sur le sujet. Ça dépend évidemment des fonctions. Je prends un exemple. J'ai des magasins. Là, désolé, le télétravail, c'est pas possible. Chauffeur, livreur et entrepôt, pas possible. En revanche, effectivement, pour les activités de siège, on est en train de réfléchir. Moi, je crois pas que… Je crois qu'il faut trouver le curseur. Un des plus grands patrons à l'heure actuelle, c'est Carlos Tavares, qui est le patron de Peugeot, que j'admire sans limite. Et lui, il met en place une politique de télétravail. Donc, c'est forcément très inspirant. Et le télétravail, ça peut être pour un certain nombre de fonctions siège, non pas tout ou rien, mais une partie. Si je fais 20% de télétravail pour un certain nombre de collaborateurs, je vais peut-être gagner, notamment en région parisienne, je vais peut-être gagner du temps et du confort pour eux, et donc de l'efficacité pour l'entreprise. Deuxièmement, ça permet d'aérer et de voir d'autres modes de fonctionnement. C'est moderne. Et puis, j'ai un impact sur le coût du foncier qui est non négligeable. Donc, je pense que oui, il va y avoir une dose de télétravail un peu partout qui va se mettre en œuvre. Moi, je suis finalement très favorable à ça. Ok, bon, écoutez, je pense qu'on a notre épisode, on le monte. Juste pour terminer, nous, comment ça se passe? On monte, vous l'écoutez, vous nous dites ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Très bien. En même temps, c'est ce que j'ai dit. Hein. Oui. Et ce dont on a besoin, on a besoin de plusieurs choses. Il nous faut une photo HD, enfin une photo de vous. Oui. Il nous faut, on demande à nos interviewés également de nous mettre en contact, si vous le souhaitez, avec quelqu'un qu'on pourrait interviewer, si vous avez une idée. C'est un peu de la réunion Tupperware, parce que notre carnet d'adresses est épuisable. Et puis, d'autre part, si vous avez une idée de quelqu'un avec qui on pourrait faire un bel épisode. Et après, on demande aux gens… Quelqu'un, un management ou un avocat? Au management, avocat. Plutôt management, parce qu'avocat, moi, je l'ai fait beaucoup avec la barre déjà, et donc on cherche plutôt management. Et après, on vous demande de partager sur vos réseaux sociaux l'épisode une fois qu'il est prêt, parce que l'idée, c'est quand même d'être écouté. On a aujourd'hui à peu près 6000, 6500 auditeurs, et bon, l'idée, c'est de faire grandir ça. Vous mettez la barre haut. On met la barre très haut. Et puis… Tu es en forme, Guillaume. Et puis… J'ai déjeuné avec mon avocat, je pense, pour ça. Vous avez déjeuné avec votre avocat? Ouais. C'est qui, votre avocat? J'en ai plusieurs, mais là, c'est mon avocat qui s'appelle Fabrice Girard. D'accord. Ça faisait 2 mois qu'on ne s'était pas vus, c'est pour ça. Ah oui. Bon. On ne pas déjeuner avec son avocat. Bon, juste pour terminer, on a besoin de l'autorisation et vous partagez sur vos réseaux classiques, quoi. Voilà. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir sorti de l'anonymat pendant quelques instants. Merci de votre disponibilité. Merci Guillaume. À bientôt. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.
J'espère que vous avez eu autant d'intérêt à écouter cet épisode que j'en ai eu à l'enregistrer. Et si celui-ci vous a plu, vous pouvez nous laisser des commentaires, bien sûr, un petit message, ça fait toujours plaisir, ou m'envoyer un mail à sabatier, sabatier, @1862-6legal.com. À très vite!